Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode des Indiscrets sur le Média, votre rendez-vous hebdomadaire politique avec Nils. Et grâce à son carnet d'adresses sans égale, Nils nous permet d'arpenter chaque semaine les coulisses de la politique française. Et avouons-le, on adore ça. Alors au sommaire cette semaine, Mercosur, pourquoi le gouvernement pourrait sauter? Nils va nous raconter les coulisses des négociations de Macron et de Lecornu sur ce dossier particulièrement explosif pour l'exécutif. On va également parler de Macron, de la galette des rois et du 1er mai. Le président rejoue, on va le dire, un mauvais sketch contre les travailleurs lors de la cérémonie de l'Épiphanie. C'était à l'Élysée. Nils a suivi ça. Pour nous, on va également parler de Marine Le Pen et des juges de son procès qui sont menacés par Donald Trump. Et la France fait la sourde oreille. On va en parler également en dernière partie d'émission. Allez, c'est parti. Bonjour Nils. Salut Amira, salut à toutes et à tous. Alors on va commencer avec ce dossier, je le disais, particulièrement explosif, c'est le Mercosur. Et oui, l'exécutif veut tenter d'éteindre l'incendie provoqué par ce fameux traité de libre-échange que la Commission européenne va désormais conclure. C'est écrit au nom des 27 États membres de l'Union européenne et 4 pays donc du Mercosur, Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay. Alors effectivement, ce traité, ça fait depuis 1999 qui suit l'Union européenne et qui l'empoisonne un peu l'Union européenne. Et là, la France, effectivement, qui était au départ, à l'époque, tout à fait pour ce traité, bien effectivement, a retourné sa veste. Alors c'est vrai que Macron et Lecornu ont tout fait pour essayer de le retarder, mais effectivement, les dés semblent jetés. La France se retrouve désormais isolée parce que l'Italie de Meloni, qui n'avait pas encore arrêté sa position en début de semaine, a finalement rallié le camp des pro-Mercosur aux côtés de l'Allemagne, des Pays-Bas, de l'Espagne ou encore des pays scandinaves. Et donc effectivement, Macron, qui voulait former avec la Pologne, la Hongrie ou encore l'Autriche une minorité de blocage, se retrouve un peu empêché. Et oui, parce que l'Italie, comme l'Allemagne, veut pouvoir vendre ses voitures, son pinard, son parmesan ou encore sa célèbre mozzarella. Et face à la politique protectionniste de Trump, il faut pouvoir trouver de nouveaux marchés. Pareil avec la concurrence exacerbée de la Chine. Alors, effectivement, ça n'arrange pas du tout l'exécutif français, puisqu'il y a une fronde anti-Mercosur maintenant depuis plusieurs années, mais elle a pris, disons, un nouvel élan, porté notamment par la colère populaire, et puis le monde agricole, effectivement, qui est vent debout contre ces mesures. Et donc, du coup, le gouvernement se retrouve obligé un petit peu en porte-à-faux d'expliquer qu'Emmanuel Macron a fait le maximum pour obtenir des garanties, par exemple la hausse de la politique agricole commune, donc en gros la politique du chèque, des subventions, la suspension de produits bourrés de pesticides, notamment les mangues ou encore les avocats. Et on voit le service après-vente d'Emmanuel Macron qui a été fait sur France Inter par Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étrangères. Écoutez-le. J'aimerais simplement attirer votre attention sur les concessions inédites qui ont été obtenues par le président de la République, le Premier ministre, au profit des agriculteurs au sein de cet accord dit du Mercosur, mais aussi au-delà. Donc regardez les annonces qui ont été faites hier sur d'autres sujets qui ne sont pas liés au Mercosur, mais comme la politique agricole commune. Et regardez les décisions que nous avons prises pour interdire l'accès au marché unique de certaines substances agricoles. Voilà, alors en coulisses, il se dit que Macron n'est pas vraiment opposé au Mercosur. Lui qui s'est fait le chantre du libre-échange, qui espérait un peu se libérer du carcan des États-Unis et de la Chine. Mais entre-temps, il y a eu l'épisodie de dermatose nodulaire contagieuse, un budget 2026 quand même assez casse-gueule. Dieu sait qu'on en parle dans cette émission et sur le média. Et puis surtout la perspective des élections municipales en mars. Elles arrivent à grands pas. Bref, une conjoncture qui a fini par convaincre Macron de mettre un coup de frein sur le Mercosur. Alors, c'est Macron qui a mis un coup de frein ou c'est Lecornu ?
C'est plutôt le cornu en fait, hein. Il faut dire que là-dessus, l'Élysée et Matignon ont des intérêts qui divergent quelque peu. Le Premier ministre, lui, il est surtout préoccupé pour garder son poste en fait, hein, parce que en fait tout le monde est un petit peu, il y a des vents contraires contre lui. Je me faisais remarquer avant cette émission, les Insoumis ont déposé ce matin leur propre motion de censure, hein. Même si la France effectivement va voter contre le Mercosur, ils estiment que la souveraineté populaire, a été piétinée. Le RN a déposé déjà sa propre motion de censure hier. Et donc, effectivement, le Premier ministre redoute par-dessus tout, tout simplement d'être renversé. Même à droite, d'ailleurs, c'est une hypothèse qui est sérieusement évoquée. Écoutez Bruno Retailleau, qui pourtant faisait partie d'un précédent gouvernement qui a évoqué cette menace. Ce que je dis solennellement, c'est que si le président de la République vote pour le Mercosur, après toutes les déclarations, il prend le risque d'une censure. Voilà, ça chauffe au gouvernement à tel point qu'un conseiller de l'exécutif m'a expliqué le traité de libre-échange, donc le Mercosur, est plus risqué pour nous que le débat sur le budget. Le gouvernement pourrait être censuré. Voilà, ça chauffe, hein. Et alors, par ailleurs, sachez pour la petite histoire qu'Emmanuel Macron et son Premier ministre sont en compétition, hein, pour tirer les gains politiques de cette décision. Sébastien Lecornu affirme avoir négocié via son gouvernement avec Van der Leyen à Bruxelles, tandis que Macron tient à faire savoir que c'est lui, évidemment, qui a tout fait tout seul, ce qui explique ce très long tweet, hein, auquel il s'est adonné sur X hier. Bon, Nice, on peut le dire, hein, plutôt pas très très bonne ambiance entre les deux têtes, hein, Macron et Lecornu. Oui, hein, c'est vrai que... Et puis, c'est pas la première fois, je vous avais déjà raconté qu'il y avait eu des tensions entre Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu. C'était sur la composition du premier gouvernement de ce dernier avant cette fameuse démission surprise qui avait pris un peu tout le personnel politique de court et puis les journalistes aussi. Enfin bon, de toute façon, la France qui dit non au Mercosur, c'est une première, hein. Notre pays est considéré comme la locomotive de l'Europe avec l'Allemagne, hein. C'est le fameux tandem franco-allemand, hein, qui s'est quand même un peu cassé la figure depuis 10 ans. Mais bon, après tout, Macron se voit comme un président transgressif. On le chronique, hein, maintenant depuis plusieurs années sur le média. N'a-t-il pas dissous, par exemple, l'Assemblée contre toute attente et ouvert le pays à une crise politique majeure? Et alors, la stratégie de l'Élysée dans ce dossier, elle est assez transparente, hein. Il s'agit de détourner la colère des agriculteurs sur Bruxelles. Écoutez la ministre de l'Agriculture, c'était sur CNews le 5 janvier. Le Mercosur, il pose des problèmes. Ce n'est pas un accord, d'abord c'est un vieil accord d'un autre âge qui a été pensé en des temps qui ne correspondent plus du tout au contexte géopolitique du moment. Et puis, c'est un projet d'accord qui expose. Donc ça, la France n'est pas seule dans ce combat-là. La Pologne, la Hongrie, l'Autriche, l'Irlande, la Belgique, l'Italie récemment, qui a demandé le report de la signature du Mercosur. Voilà, c'est un vieux procédé, Amira, hein. C'est aussi ancien que le marché européen lui-même. L'Union européenne fait un bouc émissaire bien commode alors qu'elle est ce que les États membres en font. Voilà, c'est pas la Commission européenne qui décide toute seule. Bon, encore faut-il ajouter qu'Emmanuel Macron, hein, en bon adepte du « en même temps », tente toujours de ménager la chèvre et le chou. Selon mes informations, le président a ainsi assuré à Ursula von der Leyen que le non de la France n'était pas un désaveu envers la Commission européenne, sous-entendu envers elle, mais un choix pragmatique dicté, je cite, par la politique intérieure, une version qu'il n'a évidemment pas répétée en public, et notamment au monde agricole. Bon, Macron a dit non au Mercosur, mais on est d'accord, c'est plutôt une parade. Ça n'a pas suffi à calmer la colère des agriculteurs. Preuve, ce matin, la Confédération paysanne menait une opération escargot sur le périph' parisien et vers Porte de Montreuil. Oui, et puis c'est vrai que les agriculteurs, et notamment, alors tu parles de ce syndicat, mais il y a par exemple aussi Coordination Rurale, hein, qui est plutôt classée à l'extrême droite, qui avait roulé vers Paris hier. Et on a vu notamment devant l'Assemblée où Yael Braun-Pivet en a fait les frais. Regardez cette séquence. C'est pas facile, hein? Non, mais c'est pas parce que c'est pas facile. Oh, c'est pas possible ça. C'est pas bien. C'est pas possible ça. Alors là, non. Voilà, alors effectivement, le personnel politique est très très indulgent avec la coordination rurale et ses méthodes, disons,
controversé, voilà. On imagine ce que ça aurait donné si des soignants ou des écolos ou des féministes avaient fait la même chose devant l'Assemblée nationale. On en a parlé hier dans notre émission quotidienne. Bon, en réalité, comme l'expliquent de nombreux parlementaires qui sont experts dans les questions agricoles, c'est tout le système en fait de cogestion avec la FNSEA, donc qui est le syndicat majoritaire de la profession, qui est hérité de l'après-guerre, qui est en train de s'écrouler. Et j'ai notamment demandé à un député écolo qui me dit en fait ce que veulent une majorité d'agriculteurs, c'est une organisation plus juste, qui ne privilégie pas seulement les plus gros patrons qui profitent de la spéculation ou qui bénéficient effectivement des revenus issus de la PAC. Et on a l'impression quand même que la FNSEA, comme une partie d'ailleurs de la coordination rurale, voit la mobilisation lui échapper et semble un petit peu dépassée. Et d'ailleurs, tu le disais tout à l'heure, les Insoumis vont déposer une motion de censure et il n'y a pas que le RN aussi mené par Bardella. Oui, tu vois, toutes les occasions sont bonnes pour essayer de faire tomber le gouvernement Lecornu et provoquer des élections législatives anticipées, ce qui, entre nous, ne nous arrangerait pas, nous, journalistes politiques, mais bon, je plaisante. En tout cas, les marges de possibilité du gouvernement, elles semblent bien faibles pour venir en aide aux plus petits agriculteurs qui subissent, hélas, de plein fouet une concurrence déloyale à l'extérieur. Alors, Voilà. Nils, on va passer à un tout autre sujet, la galette d'Emmanuel Macron et la digestion, j'ai envie de dire même l'indigestion pourrait se produire pour les travailleurs. Oui, il y a des petites phrases qui en disent plus qu'un long discours. Macron n'a pas pu s'empêcher d'en remettre une nouvelle couche sur le travail le 1er mai. Mais quel rapport avec l'épiphanie, tu vas me dire? Eh bien, les boulangers, dis donc. Oui. Voilà. Allez voir. J'ai ma technique. Voilà, tu vas voir. Il faut simplement la faire. Non, je l'ai dit. Voilà. Et après, Alors, c'est une tradition. La galette à l'Élysée, elle remonte à 1975, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. On le voit sur les images qui s'affichent. Effectivement, à l'époque, il s'agissait de mettre en avant le travail des artisans, et notamment des boulangers et des pâtissiers. Et puis, bon, il faut bien le dire, de se concilier les lobbies patronaux qui sont quand même assez puissants au sein de cette confédération. Valéry Giscard d'Estaing, qui était quand même connu pour être très pompeux et pour avoir des velléités de noblesse, etc., notamment en ajoutant une particule à son nom, c'était à l'époque empressé de préciser qu'il ne pouvait pas recevoir la fève parce que ça ferait quand même un petit peu monarchique, n'est-ce pas, à l'Élysée d'élire un roi. Bon, bref. Enfin, en tout cas, cette tradition, elle s'est poursuivie après son septennat. Et puis, l'occasion de flatter les lobbies de la boulangerie, et notamment les patrons de la boulangerie, elle se poursuit, et ça n'a pas raté cette année encore. Macron a profité de cette occasion pour évoquer la possibilité pour les patrons de boulangerie de convoquer leur personnel le 1er mai. Alors on rappelle que le 1er mai, c'est un jour qui est non seulement férié, comme le dispose le Code du travail, mais également chômé. C'est pas comme Noël, Pâques, les armistices. La journée internationale des travailleurs, elle est en fait sacrée pour les travailleurs, et aucun employeur ne peut demander à un salarié d'être à son poste. Alors sauf évidemment, on pense aux hôpitaux, on pense au transport, on pense à toutes effectivement ces professions qui sont ce qu'on appelle les professions indispensables, évidemment pour faire tourner le pays. Mais en tout cas, a priori, ça ne concerne pas les boulangers, je pense, oui. Et tu seras peut-être d'accord avec moi qu'on peut se passer d'une baguette pendant 24 heures. Oui, même si on adore ça, oui, on peut s'en passer. Mais l'année 2025, une fois de plus, les patrons de boulangerie et de pâtisserie se sont lamentés de ne pas pouvoir faire trimer leur personnel, qui ont l'audace de vouloir sortir éventuellement au soleil ou acheter un brin de muguet ou aller manifester, pourquoi pas. Et on a vu notamment Cédric Grolet, le célèbre pâtissier qui est connu d'ailleurs pour ses performances sur TikTok, qui a notamment ouvert ses 3 boutiques à Paris le 1er mai et qui a écopé d'amendes de la part de l'inspection du travail pour chacune. Il a fait travailler effectivement ses salariés, il a contrevenu à la loi. Et alors il a partagé sur ses réseaux sociaux sa colère en interpellant directement Emmanuel Macron. Alors chacun se fera son idée sur la nécessité pour Cédric Grolet d'ouvrir ses boutiques alors qu'il fait déjà de très beaux bénéfices. Très, a priori. très beau, oui. Voilà, en vendant des produits à des tarifs, disons, assez prohibitifs. Moi-même, je n'ai jamais pu me permettre d'en goûter. Mais enfin bon, bref. L'argument a chatouillé en tout cas Emmanuel Macron, qui en a profité pour mettre son grain de sel, ou plutôt de sucre, en ce jour de galette. Écoutons notre président. Le 1er mai est un jour férié, c'est le jour du travail, mais le jour aussi des travailleuses et des travailleurs.
Enfin, tous les gens qui défendent ce jour sont souvent contents de descendre pour acheter leurs baguettes ou le gâteau qu'ils vont partager en famille. Et donc, il se trouve qu'il y a quand même des gens qui travaillent le 1er mai et que même ceux qui défendent le 1er mai sont souvent contents de pouvoir acheter du muguet chez les uns ou de la baguette chez les autres. Et d'aller dans un restaurant qui est ouvert pour avec leur famille, peut-être partager un repas. Et ça, il faut donner de la sécurité juridique à ce jour. Voilà, donc à écouter Macron, il faut donner de la sécurité au 1er mai, et une proposition de loi d'ailleurs est examinée à l'Assemblée en ce sens, voilà qui fait bien les affaires des patrons de boulangerie. Et alors la nouveauté cette fois, elle consiste à ajouter à la liste des activités déjà autorisées les suivantes: les établissements assurant à titre principal la fabrication ou la préparation de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate. Alors ça évidemment, c'est du miel pour les organisations patronales, mais il y a quand même un point qui est délicat, c'est comment faire pour s'assurer que les salariés n'auront pas de pression de la part de leur patron s'ils ne veulent pas travailler le 1er mai. Le président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie a une réponse toute trouvée sur BFM. Il y a les prud'hommes en cas d'abus. Les patrons sont conscients qu'ils s'exposent à des risques s'ils forcent la main à leurs salariés. Alors, stop. Ça, c'est typique d'un discours patronal qui ressemble à de l'enfumage. Alors, pour en être certain, j'ai posé la question sur l'accès au prud'homme depuis les années Macron à Stéphanie Lamy. Elle est avocate spécialisée en droit du travail. Écoutons-la. Venir introduire des modifications en disant c'est pas grave, s'ils sont pas contents, ils iront au prud'homme, c'est un peu sous du monde. Parce que vraiment, quand on est ouvrier en France aujourd'hui, on a un peu autre chose à faire que d'aller au prud'homme, et c'est devenu pour certains, avec les conditions de vie qu'ils connaissent et le niveau de vie, presque un luxe de pouvoir aller au prud'homme. Alors c'est cher, pas parce que les avocats sont des voleurs, mais parce que c'est du travail. Je trouve qu'il y a un grand mépris à gérer les choses comme ça, au lieu de penser au bien-être des travailleurs, des ouvriers, dire s'ils sont pas contents, ils auront qu'à aller au prud'homme. C'est pour moi dans la droite ligne de la politique du gouvernement Macron. Voilà, donc aller au prud'homme, comme l'affirment Macron et les patrons de boulangerie, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et alors en plus, cerise sur le gâteau, rappelez-vous, c'est Emmanuel Macron qui a sorti son ordonnance en 2017 pour imposer un barème au prud'homme en cas de licenciement. Voilà, donc en fait, les indemnités au prud'homme, elles sont depuis plafonnées. L'idée, c'est de faire plaisir aux patrons pour les rassurer et leur permettre de licencier sans trop s'inquiéter de pouvoir payer de grosses indemnités. Sauf que la réforme, évidemment, elle pénalise lourdement les salariés. Pas de surprise. Écoutez encore une fois l'avocate Stéphanie Lamy nous en parler. On a eu des effets sur l'indemnisation des travailleurs, puisqu'on a quand même depuis 2018 des indemnisations qui sont donc capées, puisque c'est en fonction de l'ancienneté du salarié, et ça a conduit essentiellement les avocats à chercher d'autres voies d'indemnisation. C'était un très beau cadeau qui était fait au patronat. Licencier un salarié qui a moins de, 4 ans d'ancienneté, ça va pas lui coûter très cher finalement. Bon, on peut le dire, le volontariat a bon dos, Nils. Oui, la galette, elle risque d'avoir un goût amer pour les salariés, et notamment des boulangeries-pâtisseries dans les prochaines années, si la proposition de loi défendue par Emmanuel Macron est adoptée, et puis défendue par la droite. C'est évidemment la droite qui nous a sorti ce merveilleux texte. En tout cas, il sera examiné en commission des affaires sociales de l'Assemblée ce mardi, donc mardi 13 janvier, avant un examen dans l'hémicycle le 22 janvier. Donc ce sera la niche parlementaire de la droite qui a utilisé effectivement son droit de tirage pour évoquer ce sujet. Alors, est-ce que ça va être un nouveau coup de canif aux droits des salariés ? Il faut croire que certains vont peut-être devoir faire une croix sur leur week-end prolongé du 1er mai. Allez, Nils, on va passer à notre dernier et troisième sujet. C'est les magistrats qui ont jugé Marine Le Pen. Alors, ils sont bien évidemment menacés par Trump. Alors ça, c'est un premier débat. Et le deuxième débat, c'est que la France a l'air de laisser faire et de regarder ailleurs. Oui, on en a parlé la semaine dernière et nos abonnés fidèles s'en souviennent. C'est une enquête en fait du média allemand Der Spiegel qui a mis le feu aux poudres. L'hebdomadaire sur son site internet explique le 30 décembre dernier de confidences sous le couvert de l'anonymat d'anciens hauts fonctionnaires de l'administration américaine qui assurent que Washington ou l'administration Trump actuelle voudrait sanctionner les magistrats et fonctionnaires européens soupçonnés, je cite, de s'acharner sur l'extrême droite française ou allemande. Et pour ce qui concerne la France, le
le cas des 3 juges, notamment qui a effectivement rendu le verdict dans le procès de Marine Le Pen et de ses petits camarades en première instance, est explicitement évoqué par le média allemand. Alors évidemment, bronca chez nos magistrats qui quand même ont de grosses inquiétudes, et notamment le président du tribunal judiciaire de Paris, qui est un des plus hauts magistrats de France, qui a pris la parole, une prise de parole assez inhabituelle. Si de tels faits étaient avérés ou devaient se réaliser, ils constitueraient une ingérence inacceptable et intolérable dans les affaires internes de notre pays, qui devrait provoquer la réprobation des pouvoirs publics. À votre avis, quelle a été la réaction du gouvernement ? Je vous laisse écouter la porte-parole du gouvernement Le Cornu. C'était hier sur France Info. Les soupçons d'ingérence auxquels vous faites référence, qui viendraient des États-Unis et qui toucheraient le procès de Madame Le Pen en appel, ne sont pas avérés. Voilà. Donc il faut être extrêmement prudent. Et d'ailleurs, le président du tribunal judiciaire l'a été dans son intervention. J'ai noté qu'il parlait là au conditionnel et qu'encore une fois, il appelait à la vigilance. Et nous sommes évidemment vigilants vis-à-vis de l'ensemble des risques d'ingérence. Mais en tout état de cause, il s'agit là aujourd'hui de spéculation. Voilà, en substance, Amira, aucune preuve. Donc circuler, il n'y a rien à voir. Sauf que contrairement à ce qu'elle affirme et à ce qu'affirme le gouvernement, Trump soutient Marine Le Pen face à son procès. Il l'a même fait savoir publiquement lors de sa condamnation en première instance. On rappelle une condamnation assez lourde, avec une exécution provisoire qui l'empêche effectivement de briguer tout nouveau mandat en cas d'élection anticipée. Et puis les charges retenues contre Marine Le Pen, elles sont évidemment très lourdes, même si on rappelle évidemment qu'elle bénéficie à nouveau de la présomption d'innocence dans le cadre de son procès en appel à venir la semaine prochaine. On voit en tout cas que toute la famille Trump a fait bloc derrière la candidate d'extrême droite française. Le fils Trump a fait de même dans un long message de soutien, toujours sur X, et le vice-président américain J.D. Vance aussi. Bref, du côté des magistrats, on est quand même très inquiet, et même le procureur général près la Cour de cassation, Rémi Heitz, qui a été nommé quand même par Emmanuel Macron, s'en est fait le relais. C'était sur France Info, là encore, c'était hier. Écoutons-le. Je tiens à dire, c'est pourquoi aussi ce climat d'inquiétude. C'est parce que nous avons aujourd'hui un juge français à la Cour pénale internationale, qui s'appelle Nicolas Guilloux, qui fait l'objet de sanctions américaines pour des décisions qui ont été rendues par la Cour pénale internationale, donc auxquelles il a participé. Cela crée vraiment une très forte inquiétude, puisqu'on se dit, est-ce que demain, des magistrats français qui pourraient, par exemple, être amenés à intervenir dans des affaires mettant en cause les intérêts américains, est-ce que des magistrats français ne pourraient pas faire l'objet aussi de telles sanctions? C'est ce qui explique le contexte. Voilà, donc très forte inquiétude à propos de ces possibles pressions américaines visant des magistrats français. Alors pression qui existe déjà en réalité, puisqu'un juge français de la CPI, de la Cour pénale internationale, est déjà sanctionné par les États-Unis. On en a parlé la semaine dernière, avec de lourdes conséquences sur sa vie. Alors les États-Unis ont réagi. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Nils ? Alors, dans un premier temps, quand les journalistes, je pense notamment à nos confrères de Politico qui ont essayé de joindre l'ambassade américaine en France, qui représente l'administration Trump, il n'y a pas eu de commentaires officiels, mais il y a eu effectivement une réaction qui est arrivée hier sur X, encore une fois, décidément. C'est la sous-secrétaire d'État Sarah B. Rogers, donc c'est l'équivalent d'un délégué au ministre des Affaires étrangères, qui a qualifié donc sur le réseau d'Elon Musk l'information de Der Spiegel de fausse et périmée. Alors périmée, je ne sais pas ce que tu en penses, mais enfin ça veut dire que la possibilité de sanction contre des magistrats a bien été évoquée par son administration. Ça fait quand même un petit peu peur. Et le RN, comment il réagit face à tout ça ? Est-ce qu'il assume le soutien de Trump ou il est un peu frileux là-dessus ? Ouais, t'as bien saisi le truc. C'est compliqué quand même pour le Rassemblement national, parce qu'on rappelle qu'une majorité de Français est inquiète de la réélection de Trump, et a raison par ailleurs, puisqu'on rappelle quand même qu'il vient de faire kidnapper un dirigeant étranger qui menace le Groenland, qui est quand même un territoire du Danemark, qui menace directement ses anciens alliés de l'OTAN. Enfin, c'est quand même un président qui a des velléités qui vont pas du tout dans le sens des intérêts de la France. Et c'est vrai que le Rassemblement national tente de prendre un petit peu ses distances avec Trump, mais c'est compliqué parce que ils ont les mêmes thèses, dis donc, notamment l'effacement civilisationnel qui a été annoncé par Trump, qui est très proche quand même de la théorie du grand remplacement, qui est très en vogue à l'extrême droite et notamment au Rassemblement national, même s'ils s'en défendent. Et d'ailleurs, on rappelle que Jordan Bardella n'a cessé tout au long de cette année 2025 de donner des preuves d'amour à Trump. Regardez, petit florilège.
Est-ce que vous estimez que Donald Trump est un modèle ? Non, en tout cas, je respecte son patriotisme et je respecte sa volonté de défendre les intérêts de l'Amérique d'abord. Il faut peut-être s'inspirer de ce qu'a fait le président Trump avec la Colombie. Je veux dire, nous, ça fait 30 ans qu'on peine à régler la question de l'Algérie. En quelques heures, Trump a réglé celle de la Colombie. Ce vent de liberté qui souffle aujourd'hui sur toutes les démocraties occidentales, Trump l'incarne aux États-Unis, nous l'incarnons en France. Voilà Amira, en tout cas, le RN aura fort à faire pour tenter de faire croire aux Français d'ici 2027 qu'il est un parti de patriotes. Merci Nils pour toutes ces petites indiscrétions. J'espère que tu en auras encore la semaine prochaine. Je te dis donc à vendredi. À bientôt. Vous l'aurez compris, c'est malheureusement déjà la fin de cette émission. Et n'oubliez pas, cette émission n'existe que grâce à vos dons. Et d'ailleurs, notre campagne a dépassé les 200 000 € grâce à vous. Encore merci chaleureusement de nous soutenir et de nous accompagner chaque jour. Mais le combat n'est pas fini. À très vite sur le Média.